mes aveux pour tes grands yeux. 20 ans à te voir là dans mes nuits. Qu'aurais-je été sans tes yeux ici? Voilà 20 ans que j'écris des chansons impures, impies, des chansons pour tes grands yeux. 20 ans déjà que tu me grandis. Aurais-je été celui que je suis? Once upon a time, in Châtellerault, naquit Rémi. Février 1984. Winter. C'est impossible de dormir. Tout à l'intérieur de moi est éveillé et bouge. Devant Ramsès III, Khéops, Toutmosis et Akhenaton, elle se fait une promesse. Rémi travaille night and day. Un projet pharaonique, un défi technique, le rêve de tout ingénieur. Un pont qui brave les mouvements de la terre et se suspend, léger, imbattable, fier et déployé. Rémi est né. Ici, ma petite, il n'y a que l'extérieur qui compte. La maison de retraite, un pensionnat en vérité. Et sous ces vieux visages ridés, des petites filles, des adolescentes. Tu crois pas que j'ai fait une bêtise? Je voudrais que ma mère se tourne vers moi et qu'elle m'écoute. Je voudrais que son vieillissement lui soit léger, qu'il ne lui serve qu'à compatir au mien et l'adoucir. Il n'y a pas de refuge pour ces gens qui n'ont ni Alzheimer, ni démence sénile, ni paralysie, ni maladie, qui n'ont que la vieille vieillesse. Bonjour. Paulette! Paulette! Il y a du monde! En fait, c'est pas Paulette que je viens voir, c'est vous, c'est Thérèse que je viens voir. Parce qu'on m'a dit que vous organisiez une réunion pour les voisins, Oui. avec les habitants. Oui, c'est à cause de ceux qui ont racheté la ferme en face de l'autre côté de la cour, là. Ah oui. Ah, mais ça suffira pas du maire qui peut bien dire ils sont sympas. Ah non, ça je peux vous le dire, ça suffira pas. Et vous voulez un coup de main avec votre moellon tant que je suis là? Parce que... Non, y a pas de melon. Non, vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu, y a pas de melon. Non. Il n'y a pas de moellon. Y a pas de melon. Marion Haddad. Vous pouvez appeler M-A-R-I-O-N-H-A-D-A-D. Votre poids? 48,5. On va vous monter en urgence gynéco, bonne chance. Bonne chance pourquoi? Un jeune homme arrive, ses deux mains saisissent les poignées de la chaise, il me pousse. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Pédale de couloir jaune pastel, sale. Mon ami trop derrière. Le médecin entre. Autour de moi, ils sont 4. Ils m'aident à me lever, ils me les habillent. Les vêtements trempés de sang sont jetés dans un plastique. Il y en a partout. Échographie. Bonjour à tous, c'est Julie de l'équipe du Grand Nulle Part. On est en ce moment en répétition sur le spectacle Entre ses mains. Alors Entre ses mains, c'est un spectacle qui est né de l'envie de parler de l'hôpital et plus particulièrement des soignants et des proches aidants, de ceux qui sont à côté de la maladie. L'histoire que vous allez suivre est celle d'Eva,
une jeune interne qui se retrouve aux urgences pour une maladie. Et de voir le déploiement un petit peu de son histoire, on va suivre des urgences en médecine interne jusqu'en réanimation et en rééducation, son parcours à elle et le parcours de tous les soignants et des proches aidants qui sont dans cet hôpital. Pour nous, ce qui est important, c'est la ludicité, de jouer avec ça, avec ce que c'est que l'hôpital, avec les corps, avec les gestes, beaucoup de chorégraphie, beaucoup d'humour aussi, et de travailler la machine hôpital et de voir à l'intérieur de cette machine hôpital comment les corps se détraquent, mais aussi les corps essayent autant que possible de créer de l'humanité. Bienvenue dans le club, des forbans, des arsouilles, des bandits, des fêlés, des cideux scélérats. Bienvenue dans le cloaque effréné des fripouilles, où s'en vient échouer la crème du paria. On y voit des noyés, des nuées de cerveau, remontant assoiffés de coups, des caniveaux, des chevaux écumants s'accouplant au hasard, dont les naseaux expirent des lames de rasoir. On y voit des rôdeurs à la lampe tempête, cherchant des souvenirs au tréfonds de ma tête. Un poète efflanqué dont la rime est exsangue, un pendu tuméfié qui se tranche la langue. On y voit des corbeaux déferlant sur les frênes, déchirant de... J'estime que j'ai droit à mon libre arbitre, que j'ai droit à ma propre opinion sur les gens et les choses. Oui, je crois que j'ai une faculté et une disponibilité pour la vie. Et surtout pour les gens, très grande. Je crois qu'au moment où je mourrai, cette révolte profonde que j'ai en moi, elle sera là présente. C'est quelque chose qui m'empêche de vivre quelquefois. Une douleur immense personnelle. Le vote d'une loi autorisant l'avortement, pour nombre de ceux qui étaient là à l'Assemblée, il s'agissait, sans qu'ils osent le dire, d'une affaire de bonnes femmes qui ne les concernait pas. Et elles s'en étaient très bien jusque-là débrouillées entre elles. Alors, à quoi bon faire une loi? Moi, ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas obligée ni contrainte de m'adapter au modèle masculin. 4 femmes comparaissent devant 4 hommes. Et pour parler de quoi? De sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. Cette revendication première disposée de notre corps, lorsque nous la formulions auprès de qui? Auprès d'hommes. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? Cela paraît démentiel. Jamila Boupacha représentait tout ce que je voulais défendre. La première fois que je l'ai vue dans la prison de Barberousse à Alger, elle avait les côtes cassées, les seins et les cuisses brûlés par des cigarettes. On l'avait atrocement torturée pendant 33 jours. On l'avait emprisonnée clandestinement. On l'avait violée. Vous savez, à l'intérieur, je mène la bataille contre une justice fondamentalement misogyne. Une bataille féministe, pour nous tous, moi comprise. Parce que, quand je plaide, je ressens de toutes mes tripes que c'est aussi pour moi que je plaide. Et que dans cette lutte contre le viol, il y a une lutte pour un changement de société. Je vous remercie. Tu es si jeune. J'oublie toujours comme tu as pu être si jeune un jour, maman. Non! Non quoi? Soledad, pas maman. Je t'ai déjà expliqué. Les cabinets, c'est le seul endroit où tes combats restent à la porte. Je prends Boris avec moi. Et dedans, je lui dis, perché sur la cuvette, « Je suis la guerrière anaconda du royaume des bégonias. Et j'ordonne au ciel de pleuvoir des gouttes de sucre. » Mais ce n'est pas parce que tu as 9 ans que tu es obligée de photographier des fleurs et des hippopotames, tu sais. Éléphant. Mais photographie donc des travailleurs revalorisés. Une usine nucléaire désaffectée. La tour 53 sans boîtier laser, ça c'est idéal. Je voudrais vous redire qu'un monde idéal, c'est vraiment un monde rêvé. C'est un grand rêve pour demain. Un projet pour tous. Moi, par exemple, je rêve d'un monde où les oignons donnent des crises de fou rire plutôt que des torrents de larmes. C'est vrai?
Tête ailleurs, ma fille. Je ne suis qu'un songe dans ta cervelle. Éloigne-toi, il n'y a que toi pour m'éloigner. J'étais pas la plus moche ni la moins futée, mais j'avais la caboche pas bien rabotée. J'étais pas la moins tendre, mais j'avais si peur qu'on ne veuille pas m'attendre à l'autre coin d'un cœur. Génération sacrifiée. Tu l'as mis, mon trésor de l'esprit. La vie c'est fantastique. Pourquoi tu te la compliques? Bienvenue à Tu l'as mis, mon trésor de l'esprit. Bienvenue à Tu l'as mis. La vie c'est fantastique. Pourquoi tu te la compliques? Là, ce qui était en tout cas un peu nouveau sur ce spectacle, c'est qu'on n'avait pas le texte à l'avance. C'est une commande. Oui, voilà. Le texte a été commandé par Adeline à une auteure qui s'appelle Karine Serre. Elles ont rencontré des enfants au travers de la thématique de la fratrie. Et nous, on savait qu'on allait bosser sur un spectacle qui, a priori, traiterait de la fratrie. Et on est arrivé le premier jour où on a découvert le texte, tous ensemble, Adeline, Julie, Marc, qui est compositeur, et moi, le premier jour de répétition. Comme c'est un texte extrêmement imagé. Voilà, c'est des images et après c'était à nous de trouver Ouais. les liens. Voilà. On va dire la dramaturgie du spectacle, la logique interne de cette histoire, il a fallu qu'on la bâtisse. Alors c'était un peu périlleux, mais du coup c'est agréable parce qu'au final on a un objet qui nous appartient. Hop Dog, je comprends pas. Les dinosaures, ils étaient vrais avant, mais maintenant ils sont plus vrais. Bonjour, je suis Constance Larieux, co-directrice artistique de la compagnie Jabberwock avec Didier Géroldon. Et on va venir présenter ici le 27 avril le spectacle Les Représentants
de Vincent Farras. Vincent Farras, c'est l'auteur associé à la compagnie Jabberwock depuis 2018. Et on lui a commandé cette pièce, Les Représentants, qui est une forme chorale, assez festive, pour des comédiens et un musicien, et qui va nous faire traverser 5 soirées de second tour d'élection présidentielle entre 1995 et 2017. À travers le prisme de 17 personnages, on va vivre en direct les basculements intimes que les scrutins vont impliquer dans la vie de ces personnages. Vincent Farras, il est allé rencontrer 300 personnes pour traquer leurs souvenirs de soirées de second tour d'élection présidentielle, puisque qu'on soit politisé ou non, qu'on appartienne à un bord ou à l'autre, qu'on vienne d'un horizon ou un autre, eh bien, on a tous des souvenirs d'élection. Donc, on espère pouvoir les partager avec vous, ces souvenirs, à l'issue du spectacle, et on vous attend nombreux. They ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said, someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I shed them. Il apparaît, on pense, il y a 6 millions d'années, enfin on est pratiquement sûr, 6 millions d'années en Espagne, puis à partir de là, il va diffuser très très rapidement dans tout le bassin. Rapidement, pardon Frédéric, tout le bassin, mais non. Bon, à l'échelle du lapin. Oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le lapin, il court vite, mais il se déplace lentement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, un lapin, ça fait rarement plus de 500 mètres autour de son terrier. Voilà. Hein. Ouais. C'est hyper territorial. Hein. C'est casanier. Casanier. Donc remonter tout le pourtour méditerranéen à coup de 500 mètres, ça prend quand même un certain temps. Donc c'est un déplacement rapide mais très lent en fait. Et à un moment donné, il se retrouve confronté aux premiers hominidés qui arrivent donc bien plus tard, bien après. Donc les premiers hominidés, donc c'est pas encore Homo sapiens, hein, on n'est pas encore là, nous. Mais les premiers hominidés qui arrivent donc bien après les lapins, il y a 1 million 600 000 ans. Et on a la preuve d'une confrontation entre des hominidés et des lapins avec Néandertal. On a une preuve qu'on a retrouvée il y a moins 70 000 ans. On a une preuve certaine. Hein, c'est en France d'ailleurs cette preuve. C'est une grotte, c'est un abri sous roche qui est à l'ouest de Nice, qui s'appelle Tourette-sur-Loup ici. C'est l'abri de Pied-Lombard. Voilà, j'ai une carte qui est donc un abri sous roche. De toute façon, j'ai même une photo. Voilà, qu'un abri sous roche très connu des paléo-anthropologues, tout simplement parce que, et des préhistoriens, parce que on sait que c'est un site fréquenté par Néandertal depuis très très longtemps. Mais très récemment, on a découvert des squelettes de lapins. On a découvert 225 squelettes de lapins ici, démantibulés. Ce qui veut dire que Néandertal mangeait des lapins. Non seulement il mangeait des lapins, et donc ça veut dire aussi qu'il les attrapait, forcément. Donc il savait les attraper. Hein. Il ne faisait pas que ça, aussi il utilisait la peau du lapin pour la fourrure, etc. Hein. Donc ça c'était il y a moins 70 000 ans. Et ensuite, donc nous, Homo sapiens, on est les derniers arrivés. Hein. Nous, on arrive il y a seulement moins 40 000 ans. On arrive bien après tout le monde. Et très rapidement, on décide que le lapin est une espèce invasive. Hein. On est les derniers arrivés. Hein. On décide. Allez, question suivante. De me voir seul à seul avec vous, c'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Mais je veux en revanche une chose. Non, madame, non! Ceci doit se répandre! J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre! Mon juste courroux, et que trop excité de désordre chez nous! Je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion! Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Je ne sens point traître. Ces discours vous séduiront de Tais-toi, Panda. Mon frère, levez-vous de grâce. Infâme! Il peut! Tais-toi! Je rage quoi, je passe! Fût-ce que de ma maison sorte de ce pas
Et que dira venir? On n'a jamais l'audace. Qui ne trouve des gens qui n'ayant en partage, enfin ceux dans le monde, un criminel usage, et ne s'en servent pas, ainsi que j'ai dessein pour la gloire du ciel et le bien du prochain. Je porte en cet écrit de quoi vous faire rire. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres. Et ne vous fiez pas aux simples conjectures. Ah, rien de plus méchant est sorti de l'enfer. Tout conspire, madame, à mon contentement. Tu prends la peau, les plis en suspens. Tu prends tout ça, tu sens que nos instincts nous poussent à l'instant. Tout s'éteint sous le temps. Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Je suis, je vis et je suis seul mais aussi. Je vis par terre, paternostère. Et vu d'en bas, la vie ça vient comme on va. Tout dérisoire descend pour voir. Et si l'on sème les corps en avant, oublions bien les croix. Nul homme moral et meurt sans crevant, je ne